Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année Handipact FI-PHFP consacré à la ressource handicap mutualisée en présence de Sophie Volatier qui va nous présenter l'émission, les attendus de cette ressource handicap mutualisée. Donc, on a le plaisir, comme à chaque fois, d'être accompagné de Karen Guillemet. Karen, bonjour. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Sophie. Donc, je suis ravie qu'on puisse vous présenter la ressource handicap mutualisée. Donc, la fonction publique hospitalière emploie plus de 1,2 million d'agents au niveau national, dont environ 5,5% de travailleurs reconnus personnes en situation de handicap. On voit que dans ce secteur, où la pénurie de compétences et la qualité de vie au travail sont des enjeux majeurs, qu'il y a un vrai enjeu autour du champ de la performance opérationnelle et de l'inclusion des agents en situation de handicap. Dans le cadre du renouvellement de la convention entre le FI-PHFP et la Fédération hospitalière nationale en avril 2025, nous poursuivons notre collaboration pour mettre en place des ressources handicap mutualisées à l'échelle d'une région afin de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes des personnes en situation de handicap dans la fonction publique hospitalière. Donc cette ressource qui a pour mission d'accompagner les employeurs de la fonction publique territoriale dans des actions concrètes permettant le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, est une personne ressource qui vous accompagne, qui informe, qui sensibilise l'ensemble des acteurs et aussi bien les établissements adhérents à la FHF, mais également les établissements dans le médico-social et les maisons de retraite. Donc, à travers ce webinaire, on veut vous présenter donc cette ressource qui vient en complément des dispositifs d'accompagnement que vous pouvez connaître d'ores et déjà au travers l'écosystème du handicap dans la région. En tout cas, on espère qu'à travers ce webinaire, vous aurez une meilleure vue de cette mission et ferez appel ou associerez Madame Volatier à l'occasion de vos différentes actions menées en faveur du handicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Donc, je suis en charge de faire passer les petites diapos. Donc, sachant qu'on a déjà, il y a déjà eu un, Sophie, vous me coupez si je me trompe, mais deux webinaires d'organiser à destination des centres hospitaliers et puis des établissements médico-sociaux. Donc, là, normalement, on a couvert l'ensemble de la région. Donc, le petit programme. Donc, Sophie, je vous laisse la main et la parole. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci, merci, Daniel Bardou, merci Karine Guillemet pour, ces introductions. Oui, donc il y a déjà eu, 2 présentations qui ont été faites, mi-janvier, auprès, des établissements, adhérents de la fédération hospitalière, de Normandie. Certains d'entre eux donc n'avaient pas pu participer, donc certains se sont inscrits aujourd'hui et puis de toute façon, il y a chaque fois dans chaque présentation, il y a des nouveautés puisque, justement, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, en 2 mois et ou 1 mois et demi et ça permet d'actualiser, les informations. Donc, le cadre général, donc Karen Guillemet l'a rappelé, donc c'est, le renouvellement d'un partenariat entre, le FIPHFP et la Fédération hospitalière de France. Donc, c'est un partenariat qui existe depuis 2014, mais qui a été renouvelé là en 2025. Donc, le réseau national des ressources handicap mutualisées, il est piloté par, la Fédération hospitalière de France et donc, l'objectif, comme Karen Guillemet le signalait, donc c'est vraiment d'accompagner à l'échelle régionale, donc avec les spécificités régionales, des établissements, qui,
relèvent de la fonction publique hospitalière et donc pour déployer cette politique handicap et maintien en emploi. Donc les RHM, ressources handicap mutualisées, donc voilà une carte de France. Il y a, donc vous voyez en fait, il y a une certaine forme de disparité puisque, il y a certaines personnes qui sont en poste depuis, 8 ans, 10 ans. Il y a des personnes qui assument seules, la responsabilité de la RA de cette, ressource handicap mutualisée. Il y a certaines régions, en fait, qui se sont réparties le territoire, comme on le voit, par exemple, dans le sud, avec Laurence Cassan et Sylvie, Sébé. Et il y a, par exemple, dans l'est, de la France, la fonction qui a été, répartie sur 3 dimensions différentes. C'est pas qu'il se soit réparti le territoire, mais c'est plutôt, au niveau des fonctions. Donc on voit, par exemple, dans l'est de la France, Mathieu Rémy, Alexandra Ferreira et Patricia Vigneron qui sont respectivement, en charge de la dimension administrative, en charge de, Mathieu Rémy, lui, il est plutôt psychologue du travail des organisations et Patricia Vigneron, elle est ergonome. Et en fait, c'est ce qu'on voit pour la ressource handicap mutualisée, c'est qu'il y a un petit peu ces 3 dimensions. Il y a toujours un peu une dimension, psychologie du travail, ergonomie et plutôt, administrative, hem, hem avec une expertise en fait sur des sujets très techniques. Donc, la ressource handicap mutualisée, est arrivée en Normandie, le 2 janvier, donc c'est tout récent. Alors avec certaines particularités, parce que comme on a vu donc sur cette carte de France, chaque région s'est organisée d'une façon ou d'une autre et la particularité en Normandie, c'est que la ressource handicap mutualisée, elle est portée en fait par la FHF régionale. Dans d'autres régions, c'est porté par un établissement hospitalier ou par, un hôpital psychiatrique ou par un EHPAD, qui, porte cette ressource, handicap mutualisée. Donc c'est vraiment particulièrement, fécond, en Normandie de pouvoir être porté par la Fédération hospitalière de France Normandie puisque, la FHF Normandie, elle a l'habitude de travailler en fait avec tous les établissements, hospitaliers, les établissements du secteur médico-social, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, donc il y a déjà une bonne, un bon mode de fonctionnement, d'autant plus que, le directeur régional est en place depuis 8 ans, son assistante 6 ans, donc ils ont vraiment de l'ancienneté, et de la facilité en fait à travailler avec, tous les interlocuteurs. Donc la FHF Normandie, elle assure, l'autorité hiérarchique en fait de la RHM et puis elle veille à ce que le plan d'action, soit mis en œuvre. C'est un projet qui est validé pour une période de 4 ans, donc 2025-2029, sous réserve de, la bonne, de la bonne atteinte en fait des objectifs annuels qui sont, notifiés, dans la convention qui lie, le FIPHFP et la fédération, hospitalière, fédération hospitalière, Normandie. Donc la RHM, elle, assure ses fonctions en lien avec tous les référents handicap, des différents, groupements hospitaliers, mais aussi, des établissements en tant que tels. Et c'est là qu'on va voir, de grandes disparités puisque, les établissements hospitaliers qui ont plus de 1 000, ETP, ils vont avoir un référent handicap qui va être, spécifique, dédié, peut-être, dédié dans le meilleur des cas à 100 sur sa fonction et on va voir par exemple que dans, les établissements, du secteur médico-social, surtout, ceux qui ont moins de 250 ETP et bien, en fait, ça va être le directeur ou la directrice qui va être multicasquette et une de ces casquettes, ça va être référent handicap. Donc bien évidemment, le niveau d'investissement sur ces différents sujets, il va varier en fonction, des possibilités, temporelles, de chaque référent, selon si c'est,
si c'est une de ces casquettes ou si c'est une casquette dédiée. Bien évidemment, donc, la ressource handicap mutualisée, elle œuvre, dans le sens de la stratégie territoriale, du FIPHFP et c'est la mise en œuvre de ce partenariat avec Handipact, l'ANFH et une des particularités aussi en Normandie, c'est que dans le comité de pilotage, de la ressource handicap mutualisée, eh bien, au lieu que ce soit juste un comité de pilotage extrêmement restreint avec le directeur ou la directrice territoriale du FIPHFP et Handipact, bah là, c'est l'organisme porteur. Donc, habituellement, par exemple, si c'est un CH, si c'est un centre hospitalier qui porte la ressource handicap mutualisée, bah, ça va être l'établissement hospitalier, euh, le directeur ou la directrice territoriale du FIPHFP et la RHM. Donc, ça peut faire un comité de pilotage extrêmement restreint. Alors qu'en Normandie, on a fait le choix d'un comité de pilotage élargi, c'est-à-dire qu'il va y avoir le directeur territorial du FIPHFP, donc Karen Guillemet, l'organisme qui héberge, qui porte la RHM, c'est-à-dire la Fédération hospitalière normande, donc avec son directeur, son délégué territorial, Stéphane Aubert, la RHM, mais aussi Handipact et la NFH, puisque ça fait vraiment sens d'œuvrer collectivement et pas de marcher sur les plates-bandes des uns des autres et de vraiment faire synergie tous ensemble. Alors, on peut voir maintenant juste un petit aperçu pour rappeler en fait la FHF Normandie, par qui elle est composée. Donc, Stéphane Aubert qui est le délégué régional, Mathilde Pousset qui est l'adjointe au délégué régional, une assistante, Nathalie Widmar, et donc la RHM, donc c'est moi. Voilà. Donc Sophie, vous êtes hébergée, parce que je vois à @CHU-Caen, donc la FHF est hébergée au CHU de Caen. Alors en fait, la FHF, elle est hébergée dans les 2 CHU normands. Ah d'accord, Donc, à la fois au CHU de Caen, donc Stéphane Aubert et moi-même et Nathalie Widbar, nous sommes au CHU de Caen, on a des locaux, à cet endroit-là. Mais Mathilde Pousset, elle est, dans les locaux, en fait, du CHU de Rouen. Donc, d'accord. voilà. Alors, les missions de la RHM, donc on va détailler ça, de manière un petit peu plus précise. Donc il y a 3 grands axes, si on peut dire, sur les missions de la ressource handicap mutualisée. Un premier pôle, l'axe 1, qui est informer, former, sensibiliser, c'est faire monter en compétence tous les acteurs en lien avec handicap et emploi au sein des établissements. Un second axe qui va être plus dans l'accompagnement individuel des agents, sur le reclassement des agents, sur le maintien en emploi. Donc, on est moins dans la formation et plus dans l'accompagnement très concret sur des dossiers spécifiques, des personnes spécifiques qui ont des parcours. Chacun a son parcours individuel et donc là, il va être question justement de se retrousser les manches et de trouver tous les moyens de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours. Et un troisième axe qui est plus axé sur la communication, si je peux dire, et c'est vraiment produire des outils de communication mutualisés, capitalisés. Ça peut être des affiches, ça peut être mettre en place des conférences, enfin ce genre de choses. On va reprendre chaque axe et puis je vais les détailler un petit peu. Donc, le premier axe, informer, sensibiliser, former, qualifier les acteurs au sein des établissements. Donc, sur quoi est-ce que ça va porter? Eh bien, ça va porter déjà sur les aides du FIPHFP. Donc, à la fois sur la connaissance des aides et à la fois sur la saisie. Quelle est l'aide la plus appropriée pour telle situation? Ça va être aussi de manière assez technique, en fait, la déclaration annuelle, la déclaration des DOETH, donc
qui est ouverte en ce moment, hein, qui doit être terminée pour fin mars, enfin fin avril, qui est le moment du paiement en fait, donc c'est mieux d'anticiper un peu et c'est mieux de faire ça en mars. Heu, voilà. Hem, Ensuite, donc dans l'information et la sensibilisation, la formation, il va y avoir tout ce qui est la construction d'une politique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait construire une politique quand et à cet égard, en fait, le FIPHFP et l'AGFIP ont sorti au mois de janvier un autodiagnostic pour les établissements que je conseille en fait de compléter, parce que ça permet à chaque établissement de se situer autour de 6 axes. Donc, quels sont ces axes? Eh bien, ces axes, il y a, un axe qui concerne le recrutement et la prévention, un axe qui est autour du maintien en emploi, un axe autour de l'accessibilité, donc ça va être aussi bien l'accessibilité numérique qu'une accessibilité de manière plus générale. Le recours au secteur protégé, la stratégie générale, de, handicap et emploi et la sensibilisation. Donc en fait, chaque établissement qui répond à cet autodiagnostic peut, se situer en fait sur ces 6 axes et il peut enregistrer, ces données de façon à pouvoir c'est pour lui en fait, c'est comme dans un cloud en fait où c'est conservé et chaque fois qu'il met en œuvre, une politique ou une autre, il peut réajuster et voir en fait comment il se situe sur ces 6 axes-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se situer de soi à soi en tant qu'établissement, mais ça permet aussi de faire des comparatifs, hein, par exemple au sein de la région ou avec d'autres régions pour savoir comment, chaque établissement se situe par rapport à ses collègues, aux autres établissements. Donc ça, c'est toujours, on est toujours dans cet axe-là. Ensuite, tout ce qui concerne les aménagements, qui sont envisageables, les interlocuteurs aussi, c'est aussi former, et informer sur tout l'écosystème parce qu'il y a déjà énormément de choses qui existent autour du handicap. Donc ça peut être bien sûr Handipact, Cap Emploi, les MDPH, les missions locales, les Teams handicap de France Travail. Enfin voilà, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde puisse trouver les bons interlocuteurs. Hem Ensuite, bien évidemment, dans former, sensibiliser, il y a structurer des formations. Structurer des formations, donc c'est à la fois dans les modalités des formations, les bénéficiaires, les thématiques, est-ce qu'on veut faire, sous forme de jeux? Est-ce que c'est, sous forme de webinaire, sous forme de journées de partage? Enfin voilà, donc c'est, définir, ces choses-là, donc bien évidemment aussi en lien avec la NFH. C'est tout ce qui est de l'ordre de la diffusion d'informations, donc avec, tous les acteurs locaux qui sont en lien avec le handicap, y compris, les acteurs des autres fonctions publiques puisque, justement, ça va être extrêmement intéressant de pouvoir développer des partenariats de façon à ce que, il y ait de la circulation, en fait, entre les différentes fonctions, publiques. Et puis, c'est sensibiliser aussi les cadres de santé, des managers, c'est-à-dire, pas uniquement les personnes qui sont, les agents qui ont, ces problématiques, de santé qui peuvent intervenir, à un moment de leur parcours, mais, c'est aussi former tous ceux qui sont à même d'être en lien avec, tous les agents, de façon à pouvoir, générer, davantage d'inclusion à tous les niveaux. Après ce premier axe, donc le deuxième qui est plus sur, le maintien dans l'emploi, donc on pourrait dire qu'il y a à l'intérieur de cet axe-là, il y a 2 dominantes. Donc c'est, tout ce qui est accompagnement plutôt individuel. Donc c'est l'accompagnement sur des situations individuelles d'insertion, voir comment maintenir en emploi, structurer des parcours, hem promouvoir de la reconversion professionnelle,
les situations individuelles complexes, bien évidemment en lien avec les Cap emploi, tout ce qui est situation individuelle, c'est la RHM, en fait, elle va pas supplanter le référent handicap, elle va plutôt essayer d'orienter et de donner, en fait, des clés pour que la personne puisse être accompagnée de la meilleure façon qui soit. Et puis, il y a toute une dimension étude, audit, diagnostic, dont peut faire partie, l'audit, que j'ai évoqué tout à l'heure, FIPH, FP, AGFIP. Par exemple, si un établissement a envie d'être accompagné, a fait son état des lieux et se dit: «Bah, tiens, moi, j'aimerais bien développer tel axe ou tel axe», bah, ça peut être, en fait, le sujet d'échange, avec, la ressource handicap mutualisée pour monter en compétences, développer un certain nombre de de façons de procéder pour, améliorer, sa pratique. Donc, il y a dans cette dimension-là aussi tout ce qui est, suivi des indicateurs. Donc, certains établissements peuvent avoir besoin d'être, étayés, renforcés sur, les indicateurs qui vont être tout à fait pertinents à la fois pour suivre, par exemple, pour faciliter le fait de compléter la DOETH, mais ça peut être aussi pour, suivre de façon spécifique les parcours, voire, heu, anticiper un peu, faire, de la prévention, voilà et tout ce qui est mise en lien aussi avec d'autres employeurs, interfonction publique. 3e axe, donc plus, axé communication. Donc ça va être, bah, si jamais un établissement a mis en place un livret d'accueil, bah, ou si la NFH a déjà produit un livret d'accueil, bah, peut-être qu'il a juste besoin d'être mis à jour et mutualisé, et et il peut être particulièrement intéressant de partager, toutes ces ressources, hem, ou alors s'il y a une plaquette qui a été faite, qui est particulièrement, qui a été, particulièrement intéressante dans un établissement, bah, pourquoi pas la démultiplier? Si jamais il y a des permanences qui sont mises en place, bah, ça peut être intéressant qu'il y ait des affiches qui soient mises en place, 1 semaine ou 15 jours auparavant. Enfin voilà, tout ce qui est, transmission d'informations, infolettres, newsletters. Alors tous ces apports en fait, concrets de la RHM, ils vont plutôt se focaliser sur les petits établissements parce qu'on voit que c'est eux qui ont le plus de difficultés à, générer en fait de l'espace-temps pour s'occuper de ces sujets-là. Donc c'est pour ça, en fait, en priorisant les petits établissements, parce que les établissements qui ont déjà conventionné avec le FIPHFP, ben, en général, ils ont vraiment des ressources plus dédiées et ils sont plus, experts sur ces sujets que les petits établissements. Donc, comme la ressource handicap mutualisée, elle est là au service, en fait, de tous les établissements, bah, elle va aller, en premier lieu, s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin parce qu'ils ont moins de temps à y consacrer. Donc quel est l'intérêt pour, les établissements, en fait, d'avoir recours à la ressource handicap mutualisée? Ben, on voit qu'il y a différentes choses. Bien évidemment, ça va permettre un gain de temps et de sécurité pour les équipes RH, puisque, bah, l'expertise en fait de la RHM qui a une vue d'ensemble, elle peut très bien se dire: «Ah bah tiens, j'ai vu dans tel établissement, ils ont procédé de telle façon, peut-être que vous pourriez vous mettre en lien avec elle ou moi je peux vous retransmettre en fait la façon dont ils ont procédé qui a été opérante». Voilà. Donc, meilleure attractivité et recrutement plus inclusif, bien évidemment, parce que, c'est un accès, enfin, c'est ne pas se fermer la porte de recruter justement des personnes qui sont, en situation de handicap, des situations d'apprentissage, professionnaliser les pratiques de recrutement justement de personnes qui ont déjà une RQTH. Et donc, bah, évidemment, si les personnes sont mieux intégrées, bah, il y a plus de chances que, qu'elles restent en poste, plus longtemps.
Et on sait en fait tous le coût du turnover, c'est absolument prodigieux. Donc, c'est bien de peaufiner et de veiller à sécuriser les parcours pour qu'il y ait moins de turnover. Donc un maintien en emploi plus efficace, donc éviter les ruptures de parcours, éviter, il y a beaucoup de problématiques, en fait d'arrêts longs, d'absentéisme et cetera. Donc, c'est essayer de faire tous les réglages, assez fins qui permettent d'améliorer, toutes ces dimensions-là. Donc ce que ça va permettre aussi, donc, c'est une optimisation des financements du FIP. C'est intéressant de voir qu'il y a certains établissements en fait qui ont recours de façon très, très ponctuelle, hem, assez rare en fait au financement du FIP, donc c'est dommage. Ils pourraient avoir, recours davantage, aux aides. Donc c'est les aider à, identifier, les endroits où ils pourraient avoir recours aux aides et les aider, et les inciter à solliciter les aides. Donc tout ça, ça va dans le sens de l'amélioration de la démarche qualité, de la démarche, de la qualité de vie au travail, la responsabilité, sociétale aussi des établissements. Et de manière générale, en fait, ça contribue à une politique plus inclusive, au niveau de tous les établissements et au niveau, en fait, d'une région. Donc, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est le temps de se mettre en place. C'est pour ça que c'est des conventions qui se font sur 4 ans parce que, le temps que la personne soit bien identifiée, qu'il y ait un lien de confiance qui commence à être tissé, que ça se mette en place, ça prend un peu de temps. Voilà, donc ça c'est, l'idée en fait, c'est vraiment d'essayer de mutualiser les bonnes pratiques. Il y a déjà plein de choses qui se font sur le territoire et c'est de faire connaître en fait et de mettre en lien. Donc ce que n'est pas la RHM, heu, elle ne se substitue pas au référent handicap de l'établissement. Donc elle vient en appui, mais pas à la place d'eux, elle fait pas à la place d'eux. Mais le fait de venir en appui, du coup, ça fait monter en compétence aussi, le référent handicap de l'établissement. Moi, je ne suis pas experte sur tous les sujets. Par contre, je m'engage à aller chercher, et à trouver la bonne personne qui va avoir la bonne information et que je vais pouvoir vous transmettre, ensuite, l'information dont vous pourriez avoir besoin. Je ne dispose pas du don d'ubiquité, mais je, compte bien venir, rencontrer tous les établissements sur le terrain, surtout ceux qui en font la demande, voilà. Mais j'aimerais bien rencontrer, mmh, tout un chacun pour, savoir quelles sont les problématiques, que les établissements rencontrent et comment les aider au mieux. Et bien évidemment, je ne viens pas, pour remplacer qui que ce soit, mais c'est pour mutualiser, toutes les ressources déjà existantes et essayer de faire fructifier tout l'existant. Très bien. Donc je sais pas, on peut peut-être faire un petit point. Si, là, on a abordé là, les missions de la ressource handicap mutualisée. Je sais pas si vous avez, comme on est en petit comité, si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions, n'hésitez pas. Hein, Anthony, de représentant Cap Emploi, on est bien dans une logique de partenariat avec les Cap Emploi. On ne se substitue pas à l'activité des Cap Emploi sur le maintien dans l'emploi. Et donc, c'est vrai qu'il y a différents sujets qui sont... Alors, j'en avais un ce matin pour une... Il y a Madame Martin, je crois que j'ai vu le PD de Grugny, donc sur ces questions, par exemple, pour un appareillage auditif pour une personne, pour un renouvellement. Donc, je me suis permis de répondre en mettant en copie à Sophie qui va prendre le relais. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez témoigner, poser une question. C'est le moment. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Martin. Voilà, moi je m'interrogeais sur la question pour les prothèses auditives si l'agent devait avancer les frais.
Et donc, si on pouvait faire la demande sur le site du FIP, soit sur simple devis, ou est-ce qu'il fallait qu'il avance ses frais et que la facture acquittée soit transmise avec la prise en charge de sécurité sociale? Donc ça, c'est une question très, très technique. On est dans la dentelle. Donc les deux possibilités sont offertes dans le catalogue hein, du FIP, Sophie. C'est des questions que tu rencontreras, j'imagine, une fois la prise de poste plus en avant. Mais on peut soit faire une demande sur devis, soit faire un remboursement sur facture pour la prothèse auditive. Merci. Je tiens à préciser que si dans le cadre du workflow de PEPS, on vous le réclame au moment de la demande via un devis de joindre les documents de sécu ou de mutuelle, il est bien évident qu'ils ne sont pas attendus au stade du devis. Donc parce que le principe des workflows, c'est qu'il attend des pièces. Donc si vous n'êtes pas en capacité de les joindre, bah, vous dupliquez le devis sur les rubriques qui sont attendues, de sorte à ce que votre demande puisse partir. Hein. En tout cas, ça ne doit pas être bloquant. Je tiens à le préciser parce que j'avais eu la question une autre fois et en tout cas, on est sur un accord préalable. On n'est pas sur une demande de reversement. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, quand on est sur la plateforme PEPS, ils demandent tous ces documents, donc d'où mon interrogation. Voilà, mais en fait, c'est parce que ça vaut pour la partie facturation, mais ça ne vaut évidemment pas au stade du devis, puisque aucun frais n'a été engagé par qui que ce soit. Donc, la sécurité sociale n'a pas encore pu procéder à un quelconque remboursement. Après, si l'agent de son côté a fait faire un devis par sa mutuelle, qui n'hésite pas à le joindre également. Hein. D'accord, pas de En souci. tout cas, sur le devis, en général, ça comporte l'ensemble des éléments, la part sécu, la part estimative de la mutuelle, etc. Mais comme c'est des documents qui sont qui sont obligatoires dans le cadre du reversement, je pense que le workflow met les mêmes éléments côté accord préalable et facture, enfin sur remboursement sur facture. Très bien, merci pour ces précisions. Sur les missions de la ressource handicap mutualisée, je ne sais pas si vous avez des demandes, des attentes, des questions. Alors, je suis Sylvain Cory et je Oui. représente le Cap Emploi 27. Je suis très heureux d'ailleurs parce que je trouve ça très intéressant, puisque sur le terrain, j'officie pas mal sur le terrain au niveau des hôpitaux aussi. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a vraiment un problème en termes de maintien dans l'emploi des personnes en situation de, enfin, des agents en situation de handicap. Et on n'est pas assez médiatisé, on n'est pas assez dans la boucle pour qu'on puisse effectivement les accompagner davantage. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien si on pouvait travailler de concert pour justement médiatiser l'offre de services de Cap Emploi, ça serait une très très bonne chose. Donc vous voyez, je vous tends la main, ça m'intéresse de pouvoir travailler avec vous pour justement est-ce qu'on puisse être plus axé sur avec les référents handicap dans les hôpitaux. Je parle de l'Eure, hein, je parle pas de la Normandie, hein, je parle que du département de l'Eure. On avait Mais vraiment des difficultés. Anthony va compléter pour la Normandie. Donc, Belle transition, merci. Non, c'est juste pour souligner le fort intérêt partagé pour le focus qui est mis sur les petits, entre guillemets, établissements. Et c'est un point sur lequel, avec Karen et Sophie, on a déjà échangé. C'est-à-dire que, oui, on fait tous le constat que les établissements de grande taille, ils ont la capacité à mobiliser des ressources internes. Et même parfois, c'est un point vu suite au réunion du comité local où on examine les projets des établissements qui seront conventionnés avec le FIP, euh, bien souvent, ils mobilisent des ressources en interne euh, qui, en première lecture, peuvent donner l'impression de faire un petit peu doublon avec le Cap emploi ou en tout cas avec le service public de l'emploi d'une manière plus générale. Donc là, c'est vraiment une invitation, effectivement, mais comme vient de l'illustrer Sylvain avec la situation dans l'heure, à densifier les échanges, le Mm. lien et vraiment mettre en avant la possibilité pour les établissements de petite taille de faire appel à l'offre de service Cap Emploi en complément de leur expertise interne, mais sans qu'ils aient à mobiliser eux-mêmes des ressources importantes pour faire un travail que le service public peut leur apporter. très bien, merci.
Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de précision, de questions, on vous propose peut-être, Sophie, de poursuivre sur un aspect déjà un travail que tu as pu réaliser sur les besoins des établissements. Tout à fait. Donc, comme j'ai pris mes fonctions début janvier, je me disais, j'aimerais bien savoir en fait quelles sont les attentes des établissements. Donc, j'ai envoyé un questionnaire fin janvier et donc le but de ce questionnaire, c'était il y avait une quarantaine, un peu plus entre 40 et 50 questions. C'était de faire un espèce de panorama des attentes. Quels sont les besoins en matière d'accompagnement, identifier aussi un peu le niveau de maturité en fait par rapport à emploi et handicap des établissements et mesurer l'intérêt en fait sur justement cette ressource handicap régionale et la façon dont c'était possible d'interagir. Donc, au niveau des réponses, donc il y a eu un taux de réponse de l'ordre de 27. C'est correct pour ce type d'enquête parce que, les établissements sont abreuvés d'enquêtes et donc voilà et ce qu'on peut constater, déjà, c'est que, dans les réponses, évidemment, ceux qui ont répondu en majorité, c'est ceux qui ont des référents handicap qui sont dédiés ou qui ont, une grande partie de leur temps en fait qui est en lien avec, cette responsabilité-là de référent handicap. Évidemment, les plus petits établissements, qui jonglent sur, les différentes thématiques, ils ont moins de temps aussi pour répondre à ce genre de questionnaire. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que, dans le profil des répondants, donc il y a eu à 58 donc, des établissements hospitaliers ou ou CHU. Mais il y a eu quand même 32 de SMS, donc des établissements du secteur médico-social pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées et puis, d'autres donc hôpitaux psychiatriques ou groupements de coopération. Donc on voit que c'est un échantillon qui est majoritairement hospitalier, mais qui est quand même représentatif du médico-social. Donc ça manifeste quand même un intérêt réel, pour cette thématique. Après, donc une autre question, c'était sur l'organisation interne, au niveau du handicap. Alors on voit que là, c'était à 57 le référent handicap dédié qui était le répondant. Hem et dans 27 donc c'était un référent qui est mutualisé, donc qui, utilise une partie de son temps simplement sur cette fonction-là et donc on voit que, 40 des établissements n'ont pas de fonction dédiée à 100 mais là, il faut vraiment mettre au regard des répondants. C'est-à-dire que, je pense que si, les les 117 établissements avaient répondu, on verrait qu'il y a un pourcentage bien plus fort d'établissements répondants qui n'ont pas de fonction dédiée à 100 puisque justement, c'est tout l'enjeu, de pouvoir avoir recours à une ressource handicap mutualisée, extériorisée parce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire face à tout ça. Ensuite, dans les informations, que j'ai trouvées pertinentes sur ce questionnaire, donc je tiens à votre disposition éventuellement si vous voulez, le détail en fait des différentes questions. Mais, là c'est une petite synthèse. Globalement, le regard, qui est porté sur, le niveau de maturité global, en fait, par rapport à la question, handicap et emploi, c'est, que les référents handicap, enfin les répondants se sentent partiellement outillés et donc globalement, si on prend les partiellement outillés et ceux qui ne se sentent pas du tout outillés, ça fait, 86 de personnes qui ne se sentent pas pleinement outillées. Donc on peut considérer que c'est quand même un signal, assez fort, avec un besoin d'appui, pour, monter en compétences. Donc ce qui, va tout à fait avec l'axe 1 qui a été, signalé tout à l'heure dans l'émission, de la ressource handicap mutualisée.
Il y avait des questions assez techniques hein, sur les aides du FIP, sur la DOETH. Donc, pour la DOETH, j'ai juste mis un exemple, c'est perçu comme technique, moyennement complexe, mais rarement totalement maîtrisé. Voilà, donc chaque année, il y a des petites nouveautés, des petites variantes qui vont plutôt dans le sens de la simplification. Donc ça, c'est plutôt apprécié. Et donc, cette année, c'est peut-être un peu court. Je vais vraisemblablement faire une newsletter pour renvoyer en fait sur les ressources existantes pour compléter sa DOETH. Mais l'année prochaine, j'organiserai vraisemblablement un webinaire ou 2 ou plus, enfin, pour vraiment accompagner sur les nouveautés 2027 sur la DOETH. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en œuvre par le FIPHFP, donc parfois c'est pas nécessaire de réinventer la roue, voilà. Pour le maintien en emploi, on voit que c'est vraiment le sujet sur lequel les établissements ont besoin d'être épaulés. C'est complexe. C'est vrai que c'est complexe hein, parce que chaque situation est vraiment particulière et donc il y a un besoin d'expertise, il y a un besoin de mutualisation, il y a un besoin de c'est important de pouvoir être inspiré en fait par, d'autres situations, savoir ce qui a pu être mis en œuvre, ici à droite ou à gauche et dans les difficultés qui ont été, remontées, donc il y a des difficultés qui sont en lien, sans surprise en fait avec, la coordination RH, la médecine du travail. Donc on sait que, donc il y a des territoires, pour lesquels c'est un peu compliqué, de pouvoir, faire appel, aux médecins du travail. La mobilisation des aides du FIP et les reclassements, le PPR. Donc dans la mobilisation des aides du FIP, donc il y avait des détails sur, est-ce que les personnes font appel souvent aux aides du FIP ou pas? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est plutôt, sur des questions administratives? Est-ce que c'est sur des questions, de compréhension des aides et cetera? Donc bon, il y a du détail qui a été, donné autour de ces sujets-là, ce qui va permettre d'interagir de façon plus ciblée, avec les différents établissements. Là, j'ai juste fait une petite synthèse, hein, donc au niveau des besoins qui sont exprimés, donc les types d'appui attendus, donc ça c'est j'ai trouvé ce slide intéressant, donc c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous. Donc on voit en fait que, ce qui ressort le plus fort, c'est de l'échange de pratiques entre référents handicap. Donc ça pourrait donner lieu justement à des journées ou demi-journées, de partage de pratiques. Je pense que ça pourrait être intéressant, par exemple, qu'un établissement ou que quelqu'un qui a accompagné une situation particulière puisse venir, relater, partager en fait, son expertise, de cette situation et qu'il puisse y avoir comme ça des interactions. Si chaque personne qui a accompagné une situation un peu complexe peut venir partager autour de cette situation, du coup, tout le monde va pouvoir, poser des questions et pouvoir, monter en compétences pour, faire accompagner aussi des situations complexes dans son propre établissement. Donc on voit aussi qu'il y a des besoins de formation, donc ça sera à voir aussi avec, la NFH, voir ce qu'on peut faire. Et l'étude conjointe de situations, qui sont, donc c'est des situations, un peu complexes. Je retrouve l'intitulé exact parce qu'on voit que c'est un petit peu, ça a mordu, voilà. C'est les situations individuelles complexes. Donc voilà, la sensibilisation des agents et l'évolution de la réglementation, donc ça, c'était, quelque chose qui a été, inscrit directement par, un des répondants. Donc il y avait, la possibilité de cocher des cases qui étaient déjà préexistantes ou d'écrire en fait, de mentionner quelque chose qui ne figurait pas qui n'était pas déjà préinscrit et c'est là qu'on voit il y a un établissement, qui a, heu, sollicité en fait ça. Donc, ça va pouvoir permettre aussi de faire du réglage assez fin et d'aller voir justement les établissements qui ont répondu avec, cette problématique-là, d'aller les épauler sur cette problématique spécifique.
Donc globalement, en fait, dans les besoins, on voit qu'il y a, de la montée en compétences, hein. C'est, de la structuration de la politique handicap, c'est avoir une espèce de vision d'ensemble. Hem, de la sensibilisation, donc ça, la sensibilisation, c'est à tous les niveaux, pas uniquement, les référents handicap, mais c'est vraiment, faire en sorte que tous les niveaux, tous les niveaux managériaux, puissent être, vraiment, hem, sensibilisés à ces sujets-là. Et l'appui technique, FIPHFP, donc il y a une attente forte sur des questions vraiment très spécifiques, exactement comme madame Martin ce matin. Voilà, c'est un sujet, très spécifique qui demande une réponse spécifique et rapide, voilà. Donc, les actions, donc ça pourrait orienter en fait les actions, prioritaires de la RHM pour répondre aux besoins. Donc, la sécurisation technique, donc ça c'est du court terme, c'est, répondre, comme ça, comme un peu une hotline, hem, pour, à la fois la DOETH, aussi, l'appui pour le PPR, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment, très, très, normées, très administratives, enfin, hem et de l'expertise croisée donc sur des situations complexes. Après, tout ce qui est du ressort de la professionnalisation des référents, donc il y a déjà des choses qui existent, hein, qui sont mises en place par Handipact. Il y a le club des conventionnés, avec, tous les établissements qui ont signé une convention avec le FIPHFP. Hem, donc ça peut être un parcours régional de formation des référents handicap. Donc, là, par exemple, il y a 2 ressources handicap mutualisées. La ressource handicap mutualisée de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déjà en poste depuis plus d'une dizaine d'années, et puis, une des ressources handicap mutualisées de l'Est de la France, qui est aussi en poste depuis des années, qui ont été intégrées et qui, contribuent maintenant à la formation à l'école de hautes études en santé, santé publique. C'est eux, en fait, qui ont, hem, contribué à définir le parcours pour les référents handicap et qui vont, former ces référents handicap. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont, à la fois cette vision, hem RHM, donc la vision de tout leur territoire, une vision extrêmement concrète et en même temps, ils ont l'habitude en fait de former les référents handicap, sur le terrain. Donc c'est vraiment, et ça c'est nouveau, hein, ça démarre, en 2025, ça a été mis en œuvre en 2025, ça va démarrer en 2026. Donc ça c'est formidable de pouvoir s'appuyer, sur ces ressources bien concrètes. Donc en Normandie, je ne sais pas comment ça va se passer, si c'est eux qui vont venir former les référents, normands ou quoi, mais on va voir. Bon, on va découvrir ça, je vais découvrir ça au fil des semaines à venir. Structuration des politiques handicap, donc c'est, ce que je disais tout à l'heure au sujet des 6 axes là, voir, comment accompagner au mieux, le développement, de façon à ce que chaque établissement puisse, monter en compétences dans ces 6 domaines. Bien évidemment, s'il y a des, velléités de conventionner ou de se renseigner sur les conventionnements, bien ça c'est, renvoyé en fait sur, Karen Guimet qui va pouvoir, accompagner, les établissements, sur ces sujets-là. Et puis de manière plus générale, donc sensibiliser, ça c'est plus la culture de l'inclusion, hem quelque chose d'assez, général avec des kits de communication. Là, il y a déjà beaucoup de ressources, donc c'est, mutualiser les ressources, mais les remettre sur le devant de la scène. Donc en conclusion de ce questionnaire, donc ce qui a pu être mis en lumière, c'est qu'il y a une logique quand même très opérationnelle. Bien évidemment des établissements, hein, il faut que i que ça avance très concrètement. Un souhait d'une meilleure utilisation des aides du FIP, donc ça, c'est vraiment notable. Besoin d'outils concrets,
sur les problématiques de mobilité, interfonction publique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des articles là, j'ai vu qu'à Nancy, ils ont vraiment développé quelque chose avec le CHU de Nancy pour faire de la mutualisation et de promouvoir en fait des, des, des reclassements d'une fonction publique à l'autre. Donc là, il y a vraiment un sujet sur ces questions-là qui va être intéressante de mettre en œuvre. Toujours continuer un travail de fond sur l'acceptation culturelle, sur l'inclusion. Ça, c'est sans relâche, il faut continuer sur ces sujets-là. Beaucoup d'échanges de pratiques entre pairs, pas de l'information descendante, mais vraiment de l'information de partage. Et puis, donc, ça dénote en fait de la légitimité du dispositif des RHM en région. On voit que les régions dans lesquelles les RHM sont en place depuis des années, c'est vraiment opérant. Il y a vraiment quelqu'un qui a bien été identifié et qui a pu faire en sorte qu'il y ait des façons de fonctionner qui émergent et qui sont particulièrement riches. Donc, je vais vous en parler un peu, je vais vous donner des exemples de ce qui a pu être fait dans d'autres régions. Alors déjà, si on regarde un petit peu, donc n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou, Ouais, je surveille, Ok, Pas de parfait. questions, c'est très clair. Alors déjà, on peut mettre un focus sur ce qui s'est fait en Normandie, parce que avant d'aller chercher ailleurs, il y a déjà plein de bonnes pratiques qui existent sur le territoire. Et on a pu avoir un aperçu en fait de ces bonnes pratiques lors de la remise des trophées qui a eu lieu au mois de janvier et qui vient mettre en lumière des, des, des choses qui ont été mises en œuvre sur le territoire et qui ont et qui peuvent avoir une certaine forme d'exemplarité. Donc, j'ai juste mis en relief dans 2 catégories, catégorie recrutement apprentissage et catégorie maintien dans l'emploi. Donc là, n'hésitez pas, Daniel et Karen, si vous voulez intervenir pour donner plus de détails. Mais en fait, il y a déjà plein de belles choses qui se font sur le territoire. Donc évidemment, tout le monde n'a pas eu le 1er prix, le trophée, et cetera, mais ça a quand même permis de mettre en lumière qu'il y a beaucoup de choses qui se fait sur le territoire dans la fonction publique hospitalière. Donc, par exemple, dans la catégorie recrutement, l'établissement public de santé mentale de Caen a eu tout un parcours d'apprentissage en fait pour un moniteur éducateur qui a été recruté déjà en tant que personne en situation de handicap. Et il a été accompagné pendant plusieurs années jusqu'à prendre ses fonctions en tant que médiateur de santé pair. Et donc, c'est intéressant de voir que ça s'inscrit en fait dans du moyen terme, voire du long terme. Voilà, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts. Ça prend le temps de s'installer, mais après c'est des parcours qui sont exemplaires et qui peuvent servir justement de référence pour les autres établissements. La blanchisserie hospitalière du Centre-Manche qui, elle, avait reçu un prix. Donc il y a eu un recrutement en contrat PEC et donc une personne a travaillé pendant 5 ans justement en étant aidée par Cap Emploi et puis au final, il y a eu une pérennisation du poste et l'embauche en CDI sur un agent de production de blanchisserie qui venait d'un ESAT. Donc c'est des belles c'est des beaux exemples de ce qui peut se faire et c'était magnifique de voir justement cette jeune femme qui était vraiment très fière de son parcours et c'est particulièrement réconfortant de voir que justement la fonction publique hospitalière peut
Favoriser justement ce type de parcours puisque, bah, quand même l'hôpital, c'est quand même, la fonction hospitalière, c'est quand même, prendre soin de tous les parcours, prendre soin de toutes les conditions, physiques et donc c'est particulièrement, encourageant de voir, ces mises en œuvre. Dans la catégorie maintien en emploi, donc, bah, par exemple, le CHU de Caen, a reclassé une aide-soignante. Donc on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aides-soignantes, en fait, avec les parcours longs et cetera, qui ont des problématiques, de santé et parfois avec des reconnaissances donc de handicap et donc, bah, cette aide-soignante, elle a été reclassée sur un poste de conseiller en prévention des risques après une période de PPR. Donc la période de PPR, elle fait peur, j'entends bien qu'elle fait peur à pas mal de même des référents handicap qui se disent: «Oh là là, j'ai pas envie d'aller là-dedans, c'est vraiment compliqué». Mais en fait, plus ça va être banalisé, plus ils verront en fait, combien ça peut être, fructueux de pouvoir aller faire des immersions dans différentes fonctions, sur différents postes, combien ça peut être, bénéfique en fait et combien ça peut sécuriser le parcours de de quelqu'un qui n'avait plus d'horizon, qui avait un horizon assez bouché, puis qui tout d'un coup revoit des perspectives et se réenthousiasme pour, en trouvant sa place, et son utilité sociale, enfin voilà. Le centre hospitalier du Rouvray, alors là, c'est un projet, vraiment, particulièrement, touchant et merveilleux en fait, c'est du handicap individuel au bénéfice collectif, c'est-à-dire comment une personne, cadre de santé qui a, perdu en fait ses fonctions d'élocution, si on peut dire ça comme ça, avec, les problématiques au niveau des cordes vocales, et qui a transformé en fait sa problématique de santé en en offrant ça comme une nouvelle possibilité, pour, un service en fait qui accueille maintenant, la ps en psy-surdité. Il y a plus de 70 personnes qui a bénéficié en fait des services de l'accueil des personnes sourdes puisque, cette personne s'est formée au langage des signes et elle a, complètement, mmh comment dire? Construit sur sa problématique de santé pour offrir quelque chose de plus à la société. Encore un exemple, l'établissement public de santé mentale de Caen, donc une réunion d'information collective, qui a eu vraiment beaucoup de succès puisqu'il y a 90 agents reconnus BOE en fait, qui ont été, qui ont bénéficié, de ces rendez-vous, donc soit sous forme de réunion collective, soit sous forme de réunion individuelle, donc chacun avait la possibilité de choisir et c'est Sophie, il y a Mélanie Rivière qui est présente, qui peut peut-être nous en dire ah bah un mot. oui! Si elle Ah nous, oui, si oui, oui, formidable. que Mélanie, est-ce que vous nous entendez, Mélanie? Allô, allô. Alors, elle est bien présente, mais bon, elle ne nous entend pas. Mais donc, c'est effectivement deux réunions collectives 45 et 45 agents et 45 agents, donc où là on invite uniquement les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi et avec une présentation des missions du référent handicap, de la médecine du travail, de l'assistante sociale, des aides du FIP. Enfin, à ma connaissance, moi, c'est un des seuls établissements en Normandie qui a organisé ce genre de manifestation parce que on exclut là les personnes valides. On fait du collectif, mais qu'avec des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc ça peut peut-être, certaines personnes peuvent être réticentes à se retrouver dans un collectif qu'avec des personnes reconnues travailleurs handicapés, mais ça a rencontré un gros succès. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais Mélanie ne nous entend pas apparemment. Oui, parce qu'il y a quand même,
Les personnes en fait qui ont des ruptures de parcours, qui se sentent des fois assez isolées en fait, hein. Si elles sont en arrêt de travail, elles se sentent toutes seules dans leur coin, elles se disent, parfois c'est: «Je sers plus à rien», enfin voilà, leur horizon des fois il est très bouché et puis, il y a tout un parcours intérieur, personnel de, faire le deuil du métier précédent et cetera. Donc ça nécessite beaucoup de temps et et plutôt que, c'est vrai que cet exemple, il est particulièrement éloquent parce que, au lieu de se dire: «On est stigmatisés et on est réunis entre stigmatisés», ben non, au contraire, on n'est pas je suis pas toute seule ou je suis pas tout seul à être dans cette situation-là et on va s'épauler les uns les autres et on va trouver des façons de continuer à cheminer, dans notre parcours professionnel. Donc, encore des exemples, mais j'en ai sélectionné juste quelques-uns comme ça, hein, mais il y a encore beaucoup d'exemples. Donc le centre hospitalier d'Elbeuf, qui a créé donc un poste de conseillère en évolution et reclassement professionnel, vraiment dédié au maintien en emploi et il est, occupé donc par une infirmière de santé au travail et qui est consultante en ergonomie. Donc là aussi, ça apporte vraiment de l'expertise sur le reclassement professionnel. Donc ça, c'est vraiment, très opérant. Et puis, le centre hospitalier d'Avranches, par exemple, qui a, permis le maintien en emploi d'une aide-soignante grâce à un exosquelette. Alors des fois, quand on pense exosquelette, on pense quelque chose de très visible, lié aux films de science-fiction, qui ont pu véhiculer, les premiers exosquelettes. Mais en fait, ça peut être des choses, très discrètes, qui sont mises sous les blouses. J'ai vu qu'il y a pas mal de chirurgiens, en fait, qui ont recours maintenant à ces exosquelettes qui se mettent sous la blouse parce que comme ils sont toujours penchés en fait, en train d'opérer, ça facilite en fait, le fait de se redresser donc comme ça a été le cas pour cette aide-soignante et c'est quelque chose, qui est pas du tout invasif, qui est, assez discret et qui permet quand même de sécuriser un parcours. Voilà quelques petits exemples. Mmh. Alors, d'autres exemples d'actions de l'ARHM, là, parce que là, c'était, les exemples que je vous ai montrés en Normandie, c'était vraiment, porté par les référents handicap des différents établissements. Hem, donc, je me suis, renseignée auprès de collègues d'autres régions pour savoir ce qu'elles avaient mis en place. Donc chaque région a ses particularités et selon les appétences aussi, des uns et des autres, il y a des services qui sont proposés. En Bretagne et dans les Hauts-de-France, par exemple, ils mettent en place des permanences dans des établissements et donc ça connaît un certain, succès, en fait, auprès des agents. Donc les agents, en fait, peuvent prendre rendez-vous à l'avance avec la RHM qui vient sur place dans l'établissement pendant une demi-journée ou une journée et elle reçoit en fait et donc elle apporte tous ces renseignements qui ont pu être mutualisés, à l'EPSM de Caen là, avec cette réunion des BOE. Mais à défaut de pouvoir le faire de façon collective, au moins individuellement transmettre les informations, faciliter, les parcours, aider justement à cheminer et puis peut-être justement renvoyer sur Cap Emploi. Enfin voilà, c'est une porte d'entrée pour, que la personne puisse, sentir qu'elle fait partie d'un écosystème et qu'elle va pouvoir aller trouver des ressources, à différents endroits. Hem, donc, certaines RHM en profitent quand elles font des permanences pour faire une sensibilisation flash, par exemple, aux équipes au moment des transmissions. Comme ça peut être, je sais pas, 20 minutes de formation sur des thématiques bien, heu, d'inclusion ou, des repérages ou, de repérage de problématiques de santé ou autres, auprès des équipes. Il peut y avoir aussi, dans certaines régions, des journées d'accueil pour les, nouveaux référents handicap. Donc, ça, c'est en concertation avec Handipact, évidemment. Hem, Mise en place de journées d'échange de pratiques. Donc pour les référents handicap, alors, par exemple, dans les Hauts-de-France, elle s'est aperçue que
elle avait proposé une journée d'échange de pratiques au niveau régional. Ça n'a pas trop pris. Par contre, à partir du moment où elle a fait ça sous forme de vraiment des territoires et notamment des regroupements, parce qu'il y a des regroupements hospitaliers en fait, ça s'appelle des groupements hospitaliers de territoire. Quand elle a fait ça par regroupement de territoire, alors là, ça a très, très bien fonctionné en fait. Et c'est très fructueux, ça dure, une demi-journée et il y a de très, très bon partage, c'est, ça fait vraiment de la montée en compétences, heu, ça renforce les liens fonctionnels au niveau du territoire, donc c'est très opérant. Et elle a même fait ça, en fait, avec les ergonomes, parce que les ergonomes sont très souvent sollicités, notamment pour les aides du FIP. Et elle a trouvé ça particulièrement pertinent, en fait, que les ergonomes qui parlent le même langage puissent se rencontrer et justement échanger sur la façon dont ils procèdent pour, favoriser, dans les études des différentes situations et faciliter, en fait, la sollicitation des aides du FIP. Voilà, il peut y avoir aussi des ateliers territorialisés sur le maintien ou sur le recrutement, donc sur des thématiques, assez pointues et il peut y avoir aussi de l'aide au tutorat. Donc voilà des petites choses, que j'ai glanées, auprès de mes collègues et qui pourraient tout à fait être mis en place, sur le territoire normand. Donc on a notre premier comité de pilotage à la fin du mois de mars et on va mettre, tout ça, en musique pour, savoir quelles sont les actions prioritaires. Très bien, merci beaucoup Sophie. Donc on a déjà eu des petites questions, des interrogations, des compléments, des satisfactions, parce que c'est vrai qu'on a par exemple au niveau de la fonction publique territoriale les CDG qui accompagnent les petites communes et puis les communes de taille aussi également plus importante. Donc pour la fonction publique territoriale, on avait une expertise, un accompagnement de qualité. Donc on va avoir le même pour la fonction publique hospitalière. C'est un peu cet esprit-là de professionnalisation par pan, par versant des trois fonctions publiques. Donc néanmoins, si vous avez quand même des questions, des interrogations, on peut peut-être prendre un petit temps d'échange, mais on a déjà eu des choses, donc je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole pour poser des questions. De toute façon, on a un numéro de téléphone, 83 37 18 31, donc pour contacter Sophie avec son adresse mail. Donc La, la prise de poste est bien avancée, est en cours, mais donc nous on travaille bien sûr avec Sophie. Ah, si nous n'appartenons pas à la FPH, peut-on tout de même vous contacter? Tout à fait, tout à fait. Heu, globalement, il y a beaucoup d'adhérents, donc bah, c'est naturellement se focaliser d'abord sur les demandes qui émergent. Si vous faites pas partie de la FHF, mais que vous avez des demandes, bien sûr, vous pouvez tout à fait, me contacter. Enfin, faut que ça ait un lien quand même avec la fonction publique Ah hospitalière. bah oui, Oui, quand parce même, que effectivement, quand Sophie même. est quand même plus en pointe sur la partie hospitalière. Néanmoins, le dispositif RH, euh, RHM, pardon, je bug, bien évidemment, est dédié à tous les établissements. Je l'ai rappelé, que ce soit de grande taille, de petite taille, les établissements médico-sociaux, toute la sphère, on va dire hospitalière, peut solliciter Sophie, qu'il soit ou non adhérent à la FHF, hein. Du moment que de toute façon c'est un employeur public, il est tout à fait habilité à solliciter Sophie. Voilà, donc moi je pense que je vais déjà avoir
pas mal de choses à faire. Donc, s'il y a un lien, par exemple, comme le disait tout à l'heure Sylvain Cory, le fait de travailler justement, si quelqu'un d'un autre établissement, mais parce qu'il y a un lien spécifique qui est en train de se mettre en place pour mutualiser quelque chose, etc., bien sûr. Mais ma vocation, c'est quand même plutôt d'être centrée sur la fédération publique hospitalière. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je pense que petit à petit, donc les contacts vont se mettre en place, s'organiser, notamment avec les partenaires, avec les MDPH. Donc, nous, avec Karen, on est très contents d'avoir quelqu'un pour la fonction publique hospitalière un peu dédié. Donc, eh bien, Effectivement, c'est un relais complémentaire pour la fonction publique hospitalière. D'autant qu'avec Daniel sur le FIP, ben, on est quand même en effectif réduit puisqu'on est les deux seuls représentants. Et puis Sophie, du coup, va venir compléter cette équipe au sein de la région Normandie et nous apporter aussi son aide pour mieux identifier des situations ou des besoins. En tout cas, ça sera un nouveau maillon indispensable et pour lequel on on travaillera bien évidemment en transversalité et sur lequel on sera en échange permanent. Donc en tout cas, n'hésitez pas à solliciter Sophie, à partager avec elle vos difficultés ou vos réussites. Et puis comme ça permet tous ensemble de progresser et puis encore une fois de pouvoir accompagner au mieux les personnes en situation de handicap en région Normandie. eh ben, parfait. C'était le mot de la conclusion. Merci beaucoup, Karen. Donc, merci beaucoup, Sophie. Merci pour votre présence. On vous envoie le support de présentation. Et puis, n'hésitez pas à contacter Sophie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne Bonne journée. journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.